Bienvenue dans ce nouveau Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, le lifestyle et la musique. Dans ce journal, ultime hommage au célèbre groupe Grateful Dead. Ces hippies un peu âgés maintenant donnent 5 concerts d'adieu aux États-Unis dans les stades même où ils ont démarré il y a exactement 50 ans. 80 000 personnes sont venues assister au premier concert. Comment ce groupe de vieux babas cool dodu continue-t-il d'avoir autant de fans? Eh bien grâce au Deadhead, on va vous expliquer ça. Musique encore avec le portrait d'un guitariste de flamenco hors pair, Javier Limón, espagnol, 5 Grammy Awards, manager de Paco de Lucia, professeur à Berkeley aux États-Unis. Javier Limón vient de donner un concert œcuménique en Israël. Nous l'avons suivi. Et puis, nous parlerons peinture avec la petite fille du célèbre peintre Michel Kikoïn. Entre 1914 et 1927, il a fréquenté la célèbre Ruche, l'atelier d'artistes dans lequel bon nombre de peintres se retrouvaient. Soutine, Moghani, Chagall, Zadkine. Cette histoire, l'histoire de la Ruche, a été adaptée au théâtre et nous allons en parler. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Ils sont gros, ils sont barbus certains, ils sont ridés, mais ils viennent tout de même de reprendre leur guitare, leur micro, leur batterie et même leur t-shirt psychédélique des années 60 pour dire définitivement adieu. Qui? Eh bien les Grateful Dead, ce fameux groupe de rock hippie créé en 1965. Ils s'étaient dissous en 95, mais vous connaissez les artistes, ils disent qu'ils arrêtent et ils n'arrêtent jamais, même si leur leader est mort. Alors leurs fans ne cessent d'augmenter et pour cause, l'explication par David Gombin avec Solal Azeroual. Les Deadheads, ce sont les fans du groupe américain Grateful Dead. Aujourd'hui encore aux États-Unis, le rock psychédélique rime avec Grateful Dead. 2314 concerts jusqu'à la mort du soliste en 1995. Si 50 ans plus tard, ce groupe de rock psychédélique est toujours en vogue, c'est certainement grâce aux Deadheads. Dès le début du groupe, ces bandes de joyeux hippies suivent leur groupe préféré sur les routes américaines. Des fans renommés pour leur fidélité. Dans l'air du temps, la liberté. Très tôt, le groupe permet et même encourage ses fans à enregistrer leurs performances. Les enregistrements amateurs s'échangent entre Deadhead, ce qui fait des Dead le groupe le plus enregistré au monde. En Israël aussi, les Deadheads se retrouvent pour écouter les chansons de leur groupe préféré, mais pas que. Voici Sagol 59. En Israël, c'est un rappeur établi et respecté. En plus d'aimer les beats et scratch hip-hop, c'était aussi un Deadhead. Voilà des fans jusqu'en Israël. Et si vous voulez ou vous pouvez voir ces concerts d'adieu du Grateful Dead, c'est sur YouTube, c'est payant. Au premier des 5 concerts, on a compté plus de 80 000 spectateurs, c'est inouï. Lui aussi, il est inouï, il est espagnol, il s'appelle Javier Limón, il est venu en Israël, il a réuni les communautés à travers sa guitare et les sonorités flamenco. Son portrait, David Gombin. C'est un concert plein de promesses. L'Espagnol Javier Limón, ancien producteur du grand Paco de Lucia, a débarqué en Israël pour une soirée très spéciale dans le cadre du festival Méditerranée d'Ashdod. En plus de sa casquette de producteur et de musicien, Javier Limón enseigne à la prestigieuse Berkeley College of Music de Boston et de Valence en Espagne. Là, il y a fait la rencontre d'étudiants du monde entier, dont nombreux du Moyen-Orient. Lorsque nous sommes arrivés au Berklee College of Music à Boston, j'ai vraiment découvert cette jeune génération d'étudiants en musique venus d'Israël qui se concentraient vraiment sur ce genre de mélange. Vous savez, entre jazz, flamenco, musique arabe, perse, toutes ces musiques. Et je suis tombé amoureux artistiquement d'eux. Et on a commencé à créer de la musique. De ces rencontres et de ces créations, il va produire un album, Promesas de Tierra, promesses de terre. Irakiens, palestiniens, israéliens, espagnols, la musique dépasse styles musicaux, frontières géographiques et conflits politiques. Je préfère parler des personnes que des styles. Je veux dire que ce n'est pas seulement de la musique latine ou du Moyen-Orient. Il est probable que sans tous ces musiciens-là, cela ne marche pas. Ça marche grâce à Tali et à Tal, Tali Rubinstein et tous les autres musiciens avec qui on a travaillé. Tal Evensour et Tali Rubinstein, un duo qui se produit sous le nom de Tali Tali,
est fière de jouer à domicile. Si ce projet n'est pas politique, elles admettent volontiers que sans Javier, elles n'auraient probablement pas eu l'occasion de jouer avec leurs voisins palestiniens. Ce qui était bizarre, c'est que j'allais rencontrer un Palestinien pour la première fois de ma vie à Boston. Et lorsque ça s'est produit, j'ai compris d'un coup combien c'est absurde que jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré nos voisins. En plus de la rencontre avec d'autres étudiants, travailler avec ce professionnel reste pour ces deux musiciennes une expérience inoubliable. Il sait reconnaître chez un musicien ce en quoi il est bon et ce en quoi il est un peu moins bon. C'est un talent que de savoir identifier les qualités des gens. Et après, il te demande d'approfondir cela. Parmi les artistes invités, un ami de longue date de Javier Limón. Le chanteur David Broza est une figure incontournable de la variété israélienne et un homme engagé depuis longtemps pour le dialogue via la musique. Je suis persuadé que lorsque les gens jouent ensemble et s'assoient ensemble, il faut qu'ils s'harmonisent entre eux. Lorsqu'ils créent une harmonie, une amitié instantanée se crée et je pense que la musique crée des ponts. Avec comme invité surprise Antonio Serrano qui a accompagné Paco de Lucia à l'harmonica pendant 10 ans. La soirée était riche en style et haute en couleurs, à l'image de son créateur, Javier Limón. Bonjour Catherine Supé-Kikoïn, tout ça doit être très très allié de votre univers. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la petite cousine de Michel Kikoïn qui est né en 1895 en Biélorussie et qui a rejoint la Ruche en France, à Paris, la célèbre Ruche, cette résidence d'artistes. Comment est-il arrivé là? Bon, d'abord, la Ruche était connue pour les jeunes amateurs de peinture qui venaient de Russie, de Biélorussie, de Pologne. Paris rayonnait évidemment à l'époque, hein, c'était vraiment la capitale des arts. Et comment dire... Il fréquente qui là-bas? Alors d'abord, il est arrivé avec son ami Soutine. En fait, Soutine est arrivé un peu plus tard à la Ruche et les attendait un autre copain, c'était un peu les trois mousquetaires, un autre peintre qui s'appelait Pincus Crémeigne, qui les attendait à la Ruche. Donc ils savaient déjà très bien où aller, quoiqu'au début ils pensaient que la Ruche était une station de métro. Donc ils ont trouvé, c'est du passage Danzig. Cette ruche, c'était comment dire, comme une phalanstère d'artistes. C'était né de l'idée d'Alfred Boucher, qui était un sculpteur très académique, qui était certainement d'idées un peu socialistes utopiques, et qui pensait que tous ces jeunes peintres devaient créer ensemble. Et un peu partout, voilà, beaucoup d'Europe de l'Est. Alors justement, c'est cette vie comme ça, comme une espèce de kibbutz, on va dire, collectif, qui a donné naissance à une sorte d'hommage théâtral qui s'appelle Hommage. D'ailleurs, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Hommage, qui a été adapté, monté par un Israélien en Israël. Quel était votre lien avec Alors je veux dire, je suis donc pièce quand même une parente un peu éloignée de Michel Kikoïn, mais j'ai connu sa fille, Claire Maratier-Kikoïn, et nous sommes tombées amoureuses l'une de l'autre. Elle est malheureusement décédée et comment dire, et elle m'a transmis par son art de raconter les histoires de son père et de la Ruche. Elle m'a un petit peu donner le feu sacré pour continuer à promouvoir. Claire a fait énormément pour son père. Elle a créé une galerie à l'université de Tel Aviv. Et quand mon fils, qui est lui-même acteur, a eu l'idée, en entendant ces histoires, de créer une pièce de théâtre, malgré son grand âge, elle avait déjà près de 90 ans, elle était enthousiaste. Donc on y a été. Moi, j'ai créé... C'est une pièce formidable parce qu'elle est très French touch, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a été montée en Israël et mise en scène par un Israélien. C'est ça que je... Absolument, parce que Maoz Zagouri, parce qu'il faut que je vous dise, je l'ai fait venir à Paris. Hein, mon fils est en fait celui qui produit la pièce. Donc il l'a fait venir à Paris, il a connu donc la famille Kikoïn et on l'a emmené à la Ruche. Et il a tout de suite vu ce que c'était. Lui, en tant que jeune créateur, il a tout de suite imaginé ce que c'était, que cet endroit où il y avait les passions, où il y avait les amours, où il y avait la rivalité quand même professionnelle et l'amitié en même temps. Je veux dire, Soutine et Kikoïn étaient des grands amis. C'était très, très théâtral. Est-ce que, donc, votre grand cousin, on va dire, Michel Kikoïn, qui est né en Biélorussie, il est mort à Cannes, en France, naturalisé français, mais il avait un lien très fort avec Israël, avec le judaïsme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le judaïsme, pas vraiment, parce qu'il faisait partie de cette mouvance qui s'appelait le Bund, qui était des socialistes yiddishisants, donc qui n'étaient pas du tout sionistes. Et d'ailleurs, quand il est arrivé en France, les autorités ont écrit que c'était un bolchevique, mais non dangereux.
Et il était très français. Il y avait des rabbins dans sa famille. Il y avait des rabbins oui, mais comme Soutine, on dit que parce que justement il avait peint et que c'était donc interdit par sa famille, il a été giflé, il s'est enfui, il voulait peindre à tout prix. Mais donc Kikoïn était donc très français et il est venu après la guerre à la recherche de son frère qui était en Israël. Et évidemment toute la famille avait été décimée là-bas à Gomel. Et donc là il y a eu de nouveau quelque chose qui l'a, je crois, enthousiasmé par rapport aussi à la couleur d'entendre parler yiddish. Il faisait des étoiles de David derrière ses peintures, mais pas du tout lié à la religion. C'était plus la nostalgie oui, plus que ça. Et comme la plupart de ses peintres, il y avait Mané Katz aussi, qui était à la ruche. Alors dans la pièce de Maor Zagouri, justement, il n'a pas fait une reconstruction historique. C'est pas possible. Justement, il a réussi à donner cette ambiance de jaune qui crée avec des chansons françaises actuelles. Alors on espère que cette pièce arrive en France. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la voir. Merci beaucoup Catherine Suppé-Kikoïn. Je pense que maintenant ce qui va suivre c'est de l'art. Je ne sais pas exactement, ça va vous plaire. C'est l'expo du jour, le highlight, et c'est signé David Gombin. Regardez. Les années 60-70 et la révolution sexuelle ont changé le visage de nos sociétés partout en Occident et en Nouvelle-Zélande aussi. À Wellington, une exposition est consacrée à la contraception et au changement que cela a eu sur la population néo-zélandaise. Au cœur de cette révolution, une pionnière, Dame Margaret Sparrow, est sexologue depuis une cinquantaine d'années. Contraception, avortement, planning familial, éducation sexuelle. Dame Sparrow a collectionné tout au long de sa carrière plus de 1000 objets contraceptifs, posters de sensibilisation et autres. Des objets en forme de témoins des grands changements sociétaux de la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi une preuve de la dévotion de ce médecin pour lequel elle a reçu la médaille du mérite. Voilà, et on va passer maintenant au cinéma avec vous, Miss Movie. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous avez dégoté la bande-annonce que tout le monde s'arrache sur la toile. La bande-annonce sur le biopic de Steve Jobs. Alors, il y avait déjà eu un teaser. Là, voilà, premières images révélées. On regarde ça tout de suite. Musicians play their instruments. I play the orchestra. I'm begging you to manage expectations out there. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's gonna be no one left for it to say hello to. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions, you're insubordinate, you make people miserable. Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it. Ladies and gentlemen, please welcome. La bande-annonce à l'américaine. Mais il n'y avait pas déjà eu un film sur Steve Jobs qui était un peu un fiasco? Tout à fait, avec Ashton Kutcher. Alors là, l'équipe est quand même bien rodée. C'est Danny Boyle à la réalisation, Michael Fassbender qui incarnera donc ce fameux Steve Jobs. Et c'est pas un biopic ordinaire comme a pu l'être celui il y a 2 ans. Steve Jobs se concentre son intrigue sur les coulisses des 3 lancements emblématiques de la marque, avec pour point d'orgue la révélation de l'iMac en 1990
98. C'est un projet qui a eu du mal à se faire. Au départ, c'était un film qui devait être réalisé par David Fincher avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Steve Jobs. Et puis finalement, Christian Bale a remplacé Leonardo DiCaprio. Puis David Fincher s'est retiré du projet et Danny Boyle est entré dans l'histoire en faisant signer finalement Michael Fassbender. Donc voilà pour ce film qui sortira en salle en France le 6 janvier prochain. Est-ce qu'il y a une autre bande-annonce qu'on attend ? Un autre biopic très attendu, très polémique aussi, c'est celui d'Edward Snowden. Des premières images ont été dévoilées, un teaser, c'est-à-dire faire parler d'un film sans montrer aucune image. Eh bien, c'est tout à fait le cas ici. Le mystère est complètement préservé, pas de visage d'acteur, pas de dialogue. On est dans la paranoïa, le complot, un bon thriller conspirationniste certainement. Voilà. Merci Laetitia Lorigny. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci.